Bonjour tout le monde. Alors, on est ici dans une partie d'approfondissement sur les ressources liées à la vision de votre activité. Donc, on vous a trouvé quelques ressources. La première ressource, et je pense que c'est toi, Salvatore, qui l'a trouvé, c'est les rapports de l'Union wallonne des entreprises 2019. Je suis sûr que tu as de quoi dire là-dessus. Alors oui, c'est un tableau qui est extrêmement intéressant et qui fait écho à ce qu'on vous a déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire la place de l'indépendant, du travailleur indépendant dans la société. Ce tableau représente l'évolution entre 2003 et 2017 des deux types de travailleurs possibles, le travailleur indépendant et le travailleur salarié. Et vous voyez qu'en un peu plus, ou un peu moins que 15 ans, le nombre de travailleurs indépendants a plus que doublé. D'accord ? Alors vous allez me dire, le nombre de salariés aussi a évolué. Ça veut dire que, vu que la population n'a pas fait x3 en Belgique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de travailleurs salariés sont aussi indépendants. Donc on évolue vers une tendance, si on vous a dit que c'était une tendance lourde, il y a de plus en plus de travailleurs indépendants. Ça, c'est une tendance qui est, qui est, qui est là. Et cette tendance va s'accentuer. D'accord? Donc, simplement retenez, il y a de plus en plus d'indépendants en Belgique. Alors, autre constat aussi, puisqu'on est toujours dans le développement de son activité. Donc, premier point, c'était de dire il y a de plus en plus d'indépendants en Belgique, il y a de plus en plus de fonctionnaires et indépendants, travailleurs salariés et indépendants. On trouve même des allocataires sociaux et des indépendants, puisque c'est possible. Tout un tas de programmes mis au point par l'ONEM, en collaboration par exemple avec le Forum, des mesures airbag, des mesures tremplin, tout ce que vous voulez. Donc, je suis en gros chômeur et je peux lancer mon activité. Il y a des aides qui sont possibles là-dessus. Donc le cumul des activités, c'est une tendance lourde. Deuxième chose, c'est l'évolution des métiers en pénurie. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on vous l'a dit, demain vous allez être patron, c'est-à-dire c'est un homme avec un projet, et ce projet-là, il a un cœur d'activité. Ce tableau-là, qui a été actualisé en 2018, c'est de vous dire c'est quoi les métiers en pénurie. Dites-vous bien que s'il y a des métiers en pénurie, c'est parce qu'il y a potentiellement une beaucoup plus forte demande vers ce type de métier. D'accord ? Donc attention quand vous allez choisir un créneau, demandez-vous, est-ce que premièrement le créneau que je vais investiguer, c'est un créneau de métier en pénurie. Ça va vous donner une indication sur est-ce que la demande est forte, est-ce qu'elle évolue de manière très forte. La demande de produits ou services, d'accord? Alors vous voyez, si Sylvain, tu veux bien un petit peu remonter, Ouais. juste pour... ben voilà, par exemple, vous voyez que ce qui n'existait pas en 2008, ben c'est les aides ménagères. Il y a une forte demande d'aides ménagères. Alors vous allez me dire, ben, quel projet entrepreneurial? Ben, les sociétés de titre-service. Parce qu'il y a une forte demande des aides ménagères. Il y a toujours donc du business à faire. Alors les comptables, les conseillers en assurance, vous voyez que les conseillers en assurance n'étaient pas en pénurie en 2008, ils le sont devenus. Les comptables n'étaient pas en pénurie en 2008, ils le sont devenus en 2018, donc bonne nouvelle pour moi. Tout ce qui est cuisinier, chef de cuisine, mais aussi serveur en restauration, ce sont des métiers en pénurie. Ça veut dire ouais, serveur ne l'est plus, mais tout ce qui est métier technique, et ça va être une tendance lourde, est en pénurie. Alors vous voyez, et ça on vous l'a dit, et souvent vous allez dire, mais pour qui ils se prennent, ils se la pètent, pourquoi ils ont osé dire que caissier, c'était un métier qui n'avait pas d'avenir. Ben, vous le voyez là, vous voyez chef de rayon, euh, attaché commercial en biens d'équipement professionnel, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire vendeur en magasin. Ben, vous voyez que c'est plus un métier en pénurie.
C'est facile en fait. Pour savoir si un métier va se maintenir dans le futur ou pas, vous pouvez vous poser 3 questions. Si vous pouvez répondre par la suivante à ces 3 questions, vous êtes sûr que ce métier va disparaître. Est-ce que mon métier demande des compétences techniques complexes? Si la réponse est non, ça sent mauvais. Si la réponse est oui, complexe. Or, l'humain est complexe. Hein, je mets là-dedans tous les métiers de l'humain, de la santé, etc., de psychologie, etc. Parce que le métier est complexe. Deuxièmement, est-ce que les tâches effectuées sont redondantes? Est-ce qu'elles sont faites très souvent? C'est très souvent les mêmes tâches. La réponse est oui, ça pue. Troisième question, est-ce que ces tâches non complexes et redondantes sont en plus chiantes à faire? Si la réponse est oui, vous avez des trucs qui ne sont pas difficiles à faire, qu'il faut faire beaucoup et que personne n'aime faire. Il n'y a aucune raison de maintenir ces tâches-là dans l'entreprise. Tout ça, c'est automatisable et c'est en train d'être automatisé. Donc, tous les métiers qui se basent sur ce genre de tâches non qualifiées, répétitives, etc., et pas amusantes, et qui ne créent pas de valeur humaine, vous pouvez être certain que c'est des métiers qui vont disparaître. Aujourd'hui, les métiers de la logistique humaine sont en boom. Pourquoi? Parce que le secteur de la logistique est en boom. Mais à partir du moment où le secteur va commencer à se stabiliser, on ne va plus faire les marges sur l'augmentation de vente, on va faire les marges en diminuant les coûts. Et la meilleure manière de diminuer les coûts, c'est d'automatiser les processus en mettant moins d'humains. Donc, tous les mecs qui portent des caisses, qui transportent des trucs, qui font des colis Amazon, ce sont des métiers qui sont voués à disparaître. Pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain. Exactement. Et d'ailleurs, vous le voyez dans tout ce qu'on appelle, on va dire, les métiers de la vente, hein, distribution et vente. Vous voyez que vendeur de véhicules automobiles, c'est un métier en pénurie. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, c'est un métier qui est sujet à un accès à la profession et qui devient de plus en plus technique. Et donc, il est devenu plus rare. Idem pour les professionnels de la santé, mais vous voyez des métiers techniques qui apparaissent, opticiens, optométristes. C'est d'ailleurs une des formations dans lesquelles on enseigne avec Sylvain. Ce sont des métiers en pénurie. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne vous demande pas simplement d'être vendeur en lunettes, on vous demande aussi d'être opticien optométriste. Parce que les gens veulent de plus en plus des bilans optométriques, viennent pour du conseil de plus en plus précis. Ça, un vendeur, il ne va pas pouvoir donner comme typologie de conseil. Alors, on a des métiers qui ont eu le vent en poupe il y a quelques années, kiné, c'est plus trop demandé, ergothérapeute, parce que, à nouveau, les accès à la profession ont un peu diminué. Voilà. Alors, évidemment, tout ce qui est métier de l'informatique, ça explose. Web développeur, tout ce qui est responsable informatique, métier en pénurie. Alors, vous voyez les métiers en bâtiment qui deviennent aussi de plus en plus techniques. Ouvriers de voirie, bétonneurs, cimentiers, charpentiers, étancheurs, couvreurs sont toujours des métiers qui sont en pénurie. Alors, bizarrement, vous allez voir, ouvriers de la maçonnerie, c'est plus en pénurie. Alors, pour une petite raison, c'est qu'il y a aussi une forte poussée entre 2008 et 2018. Ben, il y a eu la directive détachement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers européens qui sont détachés. C'est le syndrome du plombier polonais, qui sont détachés en Europe et du coup qui inondent le marché par une main-d'œuvre un peu meilleur marché. Ouais, Voilà un petit peu. Alors, il y a des métiers qui reviennent parce que les gens, notamment dans le bâtiment, les consommateurs se dirigent vers de la ferronnerie d'art. On revient avec des portails, des barrières, et donc on demande beaucoup de chaudronniers tauliers. Voilà, mécanicien polyvalent, mécanicien en génie civil, tout ça. Évidemment, puisque puisque les métiers deviennent de plus en plus techniques, s'il y a de plus en plus de remplacements par des machines, ça veut dire qu'il y a plus de machines à entretenir aussi. Vous voyez que tout. On parlait de compétences digitales. Je vois ici peintre en carrosserie.
bah, le mec qui peint en carrosserie, il doit avoir la peinture exacte qu'il va appliquer sur la tôle. Et cette peinture exacte, il a toute une série de couleurs, de préparations, et il a des balances hyper précises qui sont reliées à des ordinateurs, et il sait quel produit et quel nombre de gouttes et quel grammage de quel produit il doit mettre avec quel produit sur ses balances pour faire cette peinture. Mais tout ça, c'est de l'électronique aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui va peindre de la tôle de carrosserie, c'est un métier où il faut des compétences digitales aujourd'hui. Le digital est aujourd'hui immanquable. Alors, on a tous les métiers de l'artisanaux, pâtissier, boulanger, mais aussi abatteur, découpeur des osseurs, boucher, charcutier. Ce sont des métiers qui reviennent. Donc, quand on dit que les métiers du commerce de proximité sont en très nette hausse, c'est pas une blague. Euh, alors là, on est dans les métiers industriels, ok. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un peu toutes ces tendances et bien vous montrer que il y a du taf. Alors, ça. Donc, de grâce, quand vous vous lancez, regardez si votre métier est en pénurie. Parce que il y a une double correspondance à faire. C'est si mon métier est en pénurie, c'est qu'il y a une forte demande. S'il y a une forte demande et que demain je dois engager, j'aurai du mal puisque le métier est en pénurie. Donc, c'est un double check à faire. Exactement. Quand on voit tous les jeunes à HEC qui veulent se lancer dans l'applicatif, créer des apps, créer des apps, créer des apps, vous allez les trouver où, les IT? Parce que créer une application, si vous dites, ouais, mais en fait, je sous-traite la création de l'application à une boîte externe. Alors, on vous a dit dans les anciens modules, ah ouais, mais c'est bien de sous-traiter, ça transforme vos charges fixes en charges variables. Oui, n'empêche que si votre business, c'est une application, vous sous-traitez votre cœur de métier. Votre cœur de métier, si vous ne l'avez pas internalisé, vous êtes en super risque parce que demain, votre fournisseur, il vous dit, bah, en fait, je double mes prix. Et comme vous, tout votre revenu dépend de cette application, vous êtes obligé de dire oui. Donc, vous êtes complètement à risque par rapport à ça. Donc, il va falloir recruter un informaticien. Pas de bol, c'est en pénurie. Ça veut dire quoi? Soit vous ne le trouvez pas, soit vous le trouvez, il va vous coûter super cher. Dans les deux cas, c'est des risques. Le statut de travailleur autonome, Salvatore, il me semble qu'on en a parlé déjà. On en a déjà parlé. Alors, les flux digitaux, ben, c'est un peu ce qu'on essaie de tanner, c'est de dire qu'aujourd'hui, le digital est clé, mais tu vas aller plus loin, je pense, en disant que, oui, la compétence numérique, elle est clé, mais il faut aller au-delà de juste je sais maîtriser mon ordinateur. Il faut avoir ce niveau de compétence qui va te permettre d'organiser les flux dans ton entreprise. C'est bien ça que tu veux. Alors ici, c'est un long article. Il fait, je pense, 14 pages. C'est simplement pour vous dire que demain, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous allez évoluer, la technologie digitale va vous servir dans différents endroits de votre entreprise. Je vais parler d'une sandwicherie. Sylvain en a parlé. Demain, dans une sandwicherie, il faut que vous puissiez avoir des moyens de paiement qui puissent parler aux jeunes. Donc, aujourd'hui, vous prenez un jeune qui est en secondaire, qui a 16 ans, il est très peu probable qu'il ait de l'argent dans son porte-monnaie. Voilà. Donc ça veut dire que si demain, vous voulez vendre des sandwichs à des jeunes, vous allez les décourager s'il faut de la monnaie. Voilà, tout court. Donc il faut avoir À l'heure ce de système. l'épidémie coronavirus, c'est très simple. Je préfère payer par Payconic. Je préfère scanner un QR code et mettre un montant que de sortir de l'argent. C'est beaucoup plus safe sanitairement pour moi. Demain, je vends des sandwichs. J'ai aussi l'obligation de pouvoir faire de la précommande pour m'alléger mon travail. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, c'est un exemple d'ailleurs qu'on va citer dans notre cours, c'est la pause 12-30. C'est-à-dire que la pause 12-30, le gros avantage, c'est que je sais que je vais venir chercher ma salade à midi 45. J'ai pas à faire la file, j'ai déjà le matin dit je veux telle salade ou je veux manger à telle table avec un client. Mhm. J'arrive, c'est déjà prêt.
C'est ça qui les différencie. Donc la technologie va vous aider dans plein de pans de votre entreprise. Je prends toujours encore cet exemple de la sandwicherie. Demain, je suis une entreprise, je vous ai commandé un pain surprise et je vous demande une facture. Avec quoi vous éditez vos factures? Vous faites un vulgaire fichier Word qui va être mal fait, qui va pas être bien numéroté, votre comptable va vous taper sur les doigts et il n'y aura pas tout, ou vous allez simplement prendre un modèle directement préfet dans Koala Box, dire nouvelle facture, autant de plats, je sélectionne mes articles, boum, 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 et je l'envoie par mail à mon client. En 10 secondes, c'est fait. Voilà. On, on Donc, est, on est dans un monde en plus où on a l'avantage de pouvoir utiliser des outils gratuits ou presque gratuits qui ont une puissance démentielle. Le meilleur exemple, enfin, les deux meilleurs exemples pour ça, c'est les outils Microsoft et les outils Google. Tout est connecté. Votre agenda est connecté à votre liste de tâches, qui est connecté à votre email, qui est connecté à votre agenda. Votre agenda est aussi connecté à Maps, à votre GPS, qui fait que quand vous arrivez dans votre voiture, elle vous dit tout de suite c'est bien là que tu vas parce que c'était dans l'agenda. Vos actualités sont orientées par rapport à vos goûts, les thématiques qui vous intéressent, qui vous permettent de faire de la veille. Euh, tout s'auto-alimente, tout se répond les uns les autres. Vous avez vos documents qui sont stockés en ligne dans le cloud via Google Drive par exemple. Ben, depuis votre Gmail, vous pouvez aller chercher directement dans votre Drive tous les outils qui sont stockés, tous les documents qui sont stockés. Donc, ces mastodontes du logiciel, Microsoft c'est pareil avec OneDrive, avec Outlook, avec Word, avec ces mastodontes-là relient tout ensemble pour vous permettre une utilisation ultra complète, ultra puissante des choses. Ça serait dommage de ne pas les utiliser. C'est gratuit, ou presque. Ok, alors le prochain article va parler des incubateurs. alors ça concerne peut-être un petit peu moins notre public IFA PME, mais les incubateurs, on en trouve, je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais presque. Si demain vous êtes un entrepreneur, dites-vous bien que vous pouvez vous faire aider gratuitement. Alors là, on parle de l'IMEC, qui est un grand incubateur sur les nanotechnologies. Il existe tout un tas d'autres plus petites structures ou plus grosses structures qui aident l'entrepreneur tout venant. Vous avez par exemple Jobin, bah, c'est un incubateur. Vous avez des ASBL qui aident l'entrepreneur artiste à se lancer. La plus connue, c'est Smart ASBL qui va quelque part vous aider à vous lancer. Donc vous avez Alpi, je pense, qui fait ça aussi. Donc il y a tout un tas d'ASBL, d'incubateurs qui peuvent aider des projets à démarrer en vous prodiguant simplement du conseil, mais aussi en vous offrant des services financiers, des locaux, du coaching personnalisé, du conseil pour de la levée de fonds. Voilà, ça peut aller très très loin. Donc les incubateurs, c'est une tendance lourde. Incubateur généraliste ou incubateur spécialisé. Ici, l'IMEC, c'est un incubateur très spécialisé. Alors peut-être un mot quand même, c'est de dire que faut jamais cracher sur des opportunités d'aide et de conseil. Il faut aussi avoir la maturité que pour pouvoir prendre du recul par rapport à la personne qui vous donne de l'aide ou du conseil. Si l'incubateur vous amène toute une série de fonds ou de coachs qui sont du domaine public, ben, bien entendu que les gens qui sont derrière ont des enjeux publics. L'enjeu public primordial, c'est la création d'emplois. Ben, est-ce que vous, ça correspond à votre philosophie d'engager des gens et de créer de l'emploi ou pas? Est-ce que ça risque pas de flinguer votre business plan, votre plan financier? Donc ça, c'est une première mise en garde par rapport aux incubateurs, c'est quels sont les objectifs cachés des gens qui vous donnent des conseils. La deuxième mise en garde par rapport aux incubateurs, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers dans les incubateurs qui conseillent des gens à la création d'entreprises n'ayant jamais eux-mêmes créé d'entreprise. Moi, personnellement, je ne voudrais pas que le mec qui fait atterrir mon avion ait été formé que par des mecs qui n'ont jamais fait atterrir des avions. Je trouve que quand on est formé, il faut être formé par des gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu des choses. Donc attention au profil des conseillers, il y en a des excellents et il y en a des moins bons. Deuxième attention. Troisièmement, être bien sûr que vous êtes aligné avec les valeurs de l'incubateur. Moi, très récemment,
je suis dans un projet qui vient de quitter l'incubateur Venture Lab parce que le Venture Lab voulait accompagner une seule personne dans un projet de logiciel et qu'on a repositionné l'entreprise avec une équipe dans un projet de conseil. Venture Lab a dit ouais, quand même, c'est pas du tout ce dont on avait parlé. Peut-être, mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, arriver à se repositionner et à vendre sur d'autres choses. Donc, attention à ça aussi, mais globalement, il y a de l'aide qui est là et qui est disponible. Alors, l'optimisme wallon. Un article assez intéressant pour dire que ce qui va piloter vos chances de succès, et là ça se focalise sur la Wallonie, c'est notamment l'ambition. Qu'est-ce que vous ambitionnez pour votre entreprise? Là, ça lag un petit peu. Pas grave. Alors, je parle d'ambition et je vais parler aussi d'acquis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article-là? Trop d'entreprises, et j'entends trop souvent dans la bouche d'entrepreneurs que ça y est, leur entreprise existe depuis 5 ans, ils ont atteint une certaine clientèle et une certaine maturité. Méfiez-vous de l'ambition que vous continuez à mettre dans votre entreprise. Méfiez-vous du fait de constater qu'à un moment donné, votre entreprise ronronne. Mettez de l'ambition dans votre entreprise. Si vous n'arrivez pas à retrouver régulièrement, et je vais parler d'un cycle de 5 ans, si tous les 5 ans, vous n'arrivez pas à remettre un cycle un peu ambitieux dans votre entreprise, rechallenger la vision que vous avez de votre entreprise, vous risquez de vivre sur vos acquis et un beau jour que tout s'arrête ou que tout s'écroule. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, peut-être pour compléter ça, attention que l'ambition ne veut pas dire croissance. On n'est pas en train d'essayer de vous imposer un dogme économique ici. L'ambition, c'est tout à fait être de organiser autrement vos activités, vivre vos activités autrement, soutenir un nouveau projet. Voilà. L'ambition n'est pas que de la croissance. Exactement. Alors, les 20 causes principales d'échec des startups. Ça, je vous propose de le lire, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir une idée, d'avoir quelques mots-clés en tête sur ça. Je reprends un petit peu ici. Décidément, mon ordinateur a décidé de ne pas l'afficher. Donc les 2 prochains articles, on va peut-être pas commenter, on vous laissera lire parce que ce sont vraiment des articles qui sont focus sur certains points, donc lisez-les. Voilà. Et donc, grosse cause d'échec, le non-besoin du marché. Je lance un produit, il n'y a pas de besoin. Et puis très vite, le cash qui s'écoule. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bien fait ses calculs. On n'a pas trouvé la bonne équipe. On n'a pas bien analysé son marché, il y a trop de concurrence. Le prix de vente n'est pas adapté. Soit il est trop faible, j'ai pas assez de marge, je ne vis pas. Soit il est trop haut, personne ne m'achète. Si personne m'achète, le produit est nul, je ne fais pas de bénéfice. Pas de business model, je vends quelque chose, mais je ne sais pas trop comment. Pas de marketing, ignorer les avis des clients, etc. etc. Donc, il y a pas mal de trucs assez intéressants ici à aller chercher. On va en rester là pour cette vidéo d'approfondissement sur les ressources par rapport à votre vision de votre activité. Prochaine vidéo, on va aborder les 4 piliers de l'entreprise.